Cette citation, mais comme beaucoup de citations d'ailleurs, il est difficile de connaître l'auteur. Ici, j'en ai trouvé trois pour dire la même chose, donc vous choisirez. Je prends Stephenson qui faisait sa balade avec son âne et qui, quand il parle du chemin, sans doute c'est avec une connotation psychologique, méditative, réflexive, que ceux d'entre nous qui marchent comprennent certainement. Et ben moi, je vais essayer de vous parler du chemin au sens littéral. Parce que jusqu'au début du 19e siècle, il n'y avait pas d'autre moyen pour se déplacer, sur Terre en tout cas, que de marcher à pied. Alors c'était rude, et c'est l'occasion pour moi de vous raconter un petit peu cette histoire des transports terrestres et pédestres. Mais aussi, et ça sera la deuxième partie de mon exposé, ce 19e siècle, qui est un grand siècle de découverte, a été marqué par la révolution industrielle et en particulier par la révolution des transports, marquée par l'arrivée du chemin de fer, qui a été une révolution qu'on a du mal à imaginer. Et le hasard, ou plutôt la concomitance ou coïncidence, veut que, en résumé, le deuxième quart et le troisième quart du 19e siècle correspondent exactement à cette révolution et que c'est cette même période qui est celle où Claude Bernard est venu beaucoup à Saint-Julien pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées précédemment. Allez-y. Alors, jusque vers les années 1840, voyager est une sacrée épopée qu'on a du mal à imaginer. Et qu'on aille à pied ou à cheval, on mesurait les distances à l'aune du pas. Alors qu'il s'agisse du pas humain ou du pas équestre. Alors on raisonnait, on comptait en pas humains et il semble qu'à peu près l'homme pouvait à l'époque, probablement moins aujourd'hui, faire 50 000 pas du lever au coucher de soleil. Ça faisait à peu près 40, 50 km par jour. Et donc Paris-Lyon, c'était 10 jours. Il faut bien en prendre conscience. Avec un cheval, contrairement à l'idée que j'avais moi-même, on ne va pas beaucoup plus vite, que ça soit dans une calèche ou à cheval. C'est à peine plus rapide, mais par contre, il y avait moins de boue, tant les chemins étaient boueux et en mauvais état. Et là, c'était encore très long, 6 à 8 jours à peine. Alors pourquoi ces distances? Parce que les critères aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas Waze, c'était un simple calcul arithmétique. On fait tous à peu près 7500 pas à l'heure. Le pas varie, mais en moyenne 80 cm. On multiplie par 8 heures de marche et on arrive, voilà le résultat des courses, à 50 km par jour, ce qui est beaucoup. Ceux qui randonnent savent que 50 km c'est beaucoup, mais à l'époque on était entraîné. Et donc à pied, c'était les fameux 10 jours que j'annonçais. Alors la majorité de la population marche, mais bien sûr par nécessité, parce qu'il n'y avait pas d'alternative, ou alors ça coûtait très cher. La calèche, il fallait payer la calèche, plus les hébergements, donc c'était pas à la portée du vulgum pecus. Alors bien sûr, des grands écrivains comme Thoreau, Rousseau, Hugo ont plaidé pour la randonnée à pied, qui était selon eux la meilleure façon de découvrir l'intimité des lieux. Mais je pense qu'ils n'étaient pas dans le même registre que les travailleurs manuels qui allaient à l'usine. Alors, l'alternative, c'est la calèche ou le coche. Et à l'époque, on se déplaçait en Turgotine, du nom de Turgot, l'ancien ministre des Transports de Louis XVI. Et vous avez ce schéma que je vous représenterai plusieurs fois et qui montre le rayon d'action. On compte en jours. Et pour aller de Paris à Lyon, on mettait 6 à 8 jours. Allez-y. Alors, certes, au début du 19e siècle, on observe quelques améliorations. Les routes s'améliorent et on a un réseau praticable d'environ 40 000 km. Praticable, ça veut dire par tout temps. Des relais plus nombreux, des équipages et des chevaux plus nombreux qui permettent des relais plus fréquents. Les attelages peuvent aller jusqu'à 4 à 6 chevaux. Et parfois même, en particulier quand on s'approche de Paris, les calèches pouvaient circuler la nuit. Le rythme également, par voie réglementaire, a été amélioré. On a autorisé le trot, ce qui était interdit au préalable, donc on gagnait un peu.
Et enfin, le galop pour les malposes qui permet d'atteindre 16 km/h. Donc c'est beaucoup plus, même si c'est encore très lent à l'aune de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. En tout cas, on voit bien que déjà au début du XIXe siècle, la question de la rapidité du transport commence à s'imposer et l'emporte sur le confort. En tout cas, on est brinque-ballé et de Paris à Lyon, on ne met plus que 2 à 3 jours. Nouveau schéma comme tout à l'heure, l'orbite s'est maintenant raccourcie et on peut faire Paris à Lyon en 2 jours, mais on arrive en assez mauvais état. Et je cite Stendhal qui dit ce que vous voyez, on s'ennuie moins, mais on se fatigue davantage. On est réduit à l'état d'animal, on mange son pâté ou on dort la moitié de la journée. Ça me rappelle un peu la vie de mon chat actuellement. Allez-y. Alors, arrive cette véritable révolution, et là, je pèse les mots, on abuse du terme, mais au milieu du XIXe siècle, cette révolution s'inscrit, elle s'inscrit et elle fait partie intégrante de cette révolution industrielle. La première, je vous rappelle qu'il y en a 4, et que cette première, j'ai mis du temps à vraiment les clarifier, c'est celle qui se définit par les 4 items: exploitation intensive du charbon, découverte, enfin, sidérurgie avec la fabrication de fonte, ce qui va servir au rail, la vapeur, la découverte de la vapeur, qui va servir éminemment aux locomotives, et donc le chemin de fer. En tout cas, retenez cette phrase: l'étalon de la durée du voyage change brutalement, j'allais dire presque du jour au lendemain, ou en tout cas en quelques très rares années. Paris à Lyon, qui demandait 9 jours, passe à 9 heures. C'est une révolution incroyable. Alors, Michelet, qui était un historien qui a couvert tout le XIXe siècle, il est mort en 1875 et qui est né au début de ce siècle, a suivi tout ça, et c'est le seul qui, à mon avis, résume parfaitement ce que je viens de vous dire en préliminaire. Un des faits les plus graves et les moins remarqués de ce siècle, c'est que l'allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas d'une manière étrange. Depuis qu'on a créé les chemins de fer, on passe, on s'éblouit, on a le vertige et tout échappe. Alors, j'arrive à la deuxième partie de mon exposé, et vous me permettrez, d'abord parce que j'aime beaucoup ce domaine ferroviaire, mais je crois que c'est important, il est très intriqué avec Claude Bernard, et je le démontrerai un peu plus tard. Je vais développer cette histoire en 3 temps. D'abord, les vrais débuts du chemin de fer, suivi de l'installation du réseau national et du Paris-Lyon-Méditerranée en particulier. Ça, ces 2 premières parties, Claude Bernard est un acteur complet. En revanche, je déborderai un peu et je ferai un peu de science-fiction avec les réseaux départementaux et le fameux TACO du Beaujolais pour donner une perspective ferroviaire globale, en sachant que Claude Bernard ne verra pas ce TACO. Et j'en profite pour remercier M. Michel Vuillet qui est dans l'assistance et dont je parlerai chemin faisant, qui a écrit énormément de choses fondamentales sur ce TACO du Beaujolais. Je me suis beaucoup servi de ses travaux et il nous fera l'amitié l'année prochaine de nous faire une conférence sur le TACO du Beaujolais. Alors, le vrai début du chemin de fer, c'était exactement il y a 200 ans, à 2 mois près. Et c'est l'Angleterre qui a été, et pour longtemps d'ailleurs, le pays en tête de cette révolution. En 1825, dans le comté de Durham, que vous voyez ici au nord-est de l'Angleterre, il y a un pays minier qui est ici, entre la mer et l'intérieur, les mines sont par là. Et la toute première ligne au monde, c'est la ligne de Darlington à Stockton-on-Tees. Tees, c'est la rivière. C'est une ligne en rouge qui fait 40 km et qui ensuite se ramifie dans ce bassin minier. Et sur cette ligne circulent des trains avec à la fois des chevaux qui font la traction, mais aussi très rapidement des locomotives à vapeur. Le centenaire en 1925 a été fêté comme les Anglais savent faire, avec une reconstitution de la locomotive de Stephenson qui s'appelait Locomotion One. Et en 2025, en ce moment même, les festivités du bicentenaire démarrent avec la frappe d'une médaille que vous voyez ici à droite, avec là encore toujours le même train 200 ans après.
Alors la France arrive de près pour poursuivre cette histoire. Et là encore, c'est intéressant, c'est encore les mines qui vont être les catalyseurs de ces progrès. Avec, pas loin de chez nous, dans le Beaujolais, le réseau minier de la Loire. Avec, vous en avez sans doute entendu parler, la toute première ligne française qui allait de, Saint-Étienne à Andrézieux, qui est un petit tronçon, et qui était à l'époque tiré par des chevaux. Et puis, assez rapidement, 5 ans après, un complément part de Saint-Étienne et va aller jusqu'à Lyon, et va aller, j'en reparlerai tout à l'heure, jusqu'au bord de la Saône, dans le début du foyer industriel lyonnais à Vèze, avec la future gare d'eau, et le charbon va pouvoir aller le long de cette vallée, rejoindre Lyon. Et donc ces deux lignes sont les préliminaires français. Et je parle de Marc Seguin, je vais y revenir, qui est l'un des très grands noms français qu'il faut retenir. Et notre ami Marc Seguin a écrit en 1927 l'ouvrage qui donne tous les éléments techniques de la ligne, à la fois sur les locomotives, on va y venir, mais aussi sur la voie ferrée, sur son tracé, sur les règles de tracé de la ligne. Ce livre est disponible sur la BNF Gallica et je l'ai parcouru. C'est vraiment de très haut niveau scientifique et physique. Alors cette fameuse gare d'eau de Vèze, elle est intéressante et moi elle m'a rappelé des souvenirs comme à tous les septuagénaires lyonnais qui sont dans l'assistance, et je pense qu'il y en a beaucoup. Cette gare d'eau, elle n'existe plus aujourd'hui, elle est sur le quai de Saône, à peu près vers l'auberge de Paul Bocuse qui s'appelle l'Ouest, qui est située ici. Et cette gare d'eau, il y avait dans ce quartier, à proximité, la gare du PLM qui est arrivée en 1854. Le nouveau pont Schumann ici n'existait pas à l'époque. Il y avait en revanche la passerelle Mazary qui a été détruite depuis. Et puis, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, cette commune de Vèze, lors de la construction de la gare en 1828, était encore une commune autonome. Elle a été rattachée à Lyon en 1852 et ce sera l'un des grands pôles industriels de Lyon avec fonderie, chantier naval, gare ferroviaire, etc. Et vous avez ici la gare, c'est une vue prise de l'intérieur de la gare d'eau. Vous avez la Saône qui coule dans ce sens-là et vous la voyez apparaître ici. Et ici des remorqueurs qui étaient fabriqués en grande partie dans le chantier naval adjacent. Cette gare d'eau, d'ailleurs, a été comblée, pour la petite histoire, dans les années 1970, lors du creusement du tunnel de Fourvière, dont les remblais ont servi à combler cette gare d'eau. Alors, une petite parenthèse, j'essayerai de ne pas m'attarder trop, mais ça mérite, je crois, quand même de le mentionner. Une petite digression sur Marc Séguin, grand ingénieur, qui est connu pour deux raisons. La première, c'est qu'il est l'inventeur de ce qu'on appelle les ponts fil de fer, dont le premier a été construit à Tournon, là encore il y a 200 ans exactement, on fête le bicentenaire cette année. Et sa deuxième invention, c'est la chaudière tubulaire, dont il a déposé le brevet en 1827 et qui a permis de multiplier par 6 la puissance des chaudières précédentes. Et ça a permis énormément, les trains qui jusque-là ne pouvaient pas gravir les petites côtes quand ils étaient chargés de houille, le pourront dorénavant. Alors quel est le secret de cette chaudière tubulaire? Je pense que c'est la question que vous vous posez tous. Eh bien, je vais vous y répondre. Dans cette chaudière, il y a des tubes et on pouvait soit faire passer le gaz chaud sortant de la chaudière pour chauffer l'eau dans la chaudière ou l'inverse. Eh bien, précédemment, et c'est en particulier le cas des chaudières de Stephenson en Angleterre, l'eau était dans les tuyaux et l'air chaud était dans la cuve. Et ça ne chauffait pas énormément. Et c'est Seguin qui a eu l'idée de renverser, non pas la vapeur, mais le sens des fluides. Et cette multiplicité des tuyaux avec de l'air chaud à l'intérieur a permis une production d'eau chaude bien plus importante et ainsi de gagner considérablement en puissance.
Cette chaudière tubulaire a permis deux choses. D'une part, l'essor des bateaux à vapeur sur le Rhône à partir des années 1830, et d'autre part, de créer ces fameuses locomotives que j'appelle à dessein Stephenson-Seguin. Pourquoi? Parce qu'il a acheté des locomotives à Stephenson avec son accord, bien sûr. Il en a acheté 3. Et il a monté dessus sa chaudière Seguin. Et Stephenson a vu de ses yeux vus ce progrès et a félicité Seguin pour cette fabuleuse invention. En France, on a également développé le ferroviaire avec la première ligne de voyageurs en 1837 de Paris à Saint-Germain, empruntée par les plus hautes autorités de l'époque et commémorée, comme vous le voyez ici, avec une médaille. C'était une vraie ligne de voyageurs où il n'y avait que des voyageurs, une traction vapeur et une double voie. Alors, ne faisons pas cocorico, parce que c'est en fait les Anglais qui, dès le début, ont vraiment lancé et cru au chemin de fer. Eux ont fait leur première ligne de voyageurs dès 1830, de Manchester à Liverpool, et en 1840, leur réseau était étendu dans toute l'Angleterre sur déjà plus de 3000 km. Au même moment en France, nous n'avions que 10 fois moins de lignes, et encore c'était des petites lignes autour de Paris, et la France n'était absolument pas irriguée par le chemin de fer. Alors, tout d'un coup, la France se réveille et en très peu de temps va combler ce retard par rapport aux Anglais. Alors Lamartine, que vous connaissez tous pour sa poésie, était également, je ne le savais pas, un homme politique. Il était président du Conseil général de Saône-et-Loire, et sur le plan national, c'était un avocat très actif en faveur du chemin de fer, et il a prononcé des discours qui ont été percutants, dont un en 1838 qui, semble-t-il, a été un déclic pour que la France se lance à son tour dans le chemin de fer. Et la deuxième date importante, c'est 1842, avec cet ingénieur des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef national des ponts et chaussées, Alexis Legrand, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire, c'est-à-dire un plan tirant des lignes dans toutes les directions de la France, nord, sud, est, ouest, et qui sera suivi des faits avec la contribution financière de nombreuses banques, particuliers, enfin vraiment le grand boom des années 1840 à 1850, c'est la concrétisation de ce réseau ferroviaire. Et puis surtout, et c'est le troisième nom à retenir, c'est Napoléon III et le Second Empire. Napoléon III a longtemps été considéré un peu comme un falot, même de son temps. Il avait un surnom, Badanguet. Mais en fait, l'histoire est en train de reconnaître qu'il a en 20 ans, qu'on pourrait aujourd'hui appeler les 20 glorieuses par rapport à l'analogie des 30 glorieuses du siècle suivant, c'est en tout cas celui qui a lancé la France sur le redressement économique considérable dans tous les aspects, et en particulier ferroviaire. À tel point que, grâce à lui, pendant tout ce Second Empire de 18 ans, jusqu'à sa défaite face aux Prussiens, il a multiplié presque par 10 le réseau, qui était de à peine 3000 km pour qu'il devienne 25 000 km. Et parallèlement, il a non seulement construit de très belles lignes ferroviaires que vous voyez ici. Alors, par exemple, vous avez en orange ce qui sera le futur PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, j'en dirai un petit mot après, ou bien l'Est, le Nord, réseau de l'Est ou réseau du Midi, ou le Paris-Orléans, vous voyez, c'est les 6 compagnies qui deviendront SNCF en 1938. Et bien, parallèlement, pour tirer des trains rapides sur ces lignes, il a acheté 350 locomotives en Angleterre, des locomotives dites Crampton, surnommées le lévrier du rail, parce qu'à l'époque, elles faisaient des pointes à 120 km/h. C'est un peu le TGV de l'époque. Alors, la deuxième partie, rapidement, c'est ce fameux axe Paris-Lyon-Méditerranée est emblématique de cet essor impérial, à tel point que cette ligne a d'ailleurs été surnommée la ligne impériale et que l'empereur Napoléon III la pratiquera très souvent. Il faut en 2 mots se comprendre qu'elle a été
Enfin bon, il y a eu deux parties, une qui est allée de Paris vers Lyon et l'autre de Marseille vers Lyon, et que les deux se sont rejointes en 1857. Assez tardivement d'ailleurs, parce qu'il a fallu percer un tunnel à Saint-Irénée, et que la vraie jonction à Perrache, c'est 1857. Avant, la ligne Paris-Lyon s'arrêtait à Vèze, comme je l'ai dit tout à l'heure. La même année, la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée est créée, et à l'époque, en train, quand Claude Bernard utilisait le train, il mettait ses fameuses 9 heures, c'est-à-dire une bonne vitesse moyenne de 50 km/h. J'anticipe un tout petit peu pour vous dire que si Claude Bernard pouvait descendre en train jusqu'à Villefranche, atteinte en 1854, il y a eu assez rapidement une deuxième ligne du PLM, du réseau PLM, partant non pas de Mâcon, mais de Belleville-sur-Saône et allant jusqu'à Beaujeu. C'était une ligne de chemin de fer normal, pas une ligne du tout des petits trains départementaux dont je vais parler tout à l'heure. Donc voilà, le cadre est posé pour vous parler maintenant, allez-y, de Claude Bernard et le train. Donc vous l'avez compris au point de vue chronologique, finalement, la biographie de Claude Bernard à l'aune du train est la suivante. Jusqu'à 1833, Jacques vous l'a dit, Claude Bernard n'a pas quitté Saint-Julien, Thois-Sévèze, et donc c'était des transports en calèche. Entre 1833, où il part à Paris pour faire ses études et faire sa carrière, eh bien, jusqu'en 1854, il observe la création de la ligne tout doucement, il s'impatiente, mais jusque-là, ses trajets à Saint-Julien se font en calèche. Et en revanche, pendant les presque 25-27 ans, entre 1854, où le train arrive à Villefranche, et sa mort en 1878, il prendra très régulièrement le train et sera un passionné. D'ailleurs, il connaîtra presque par cœur tous les horaires, et j'y reviendrai tout à l'heure. Avec la seule interruption de 1870, à la fois pour les raisons évoquées par Jacques, c'est-à-dire qu'il a peu voyagé, mais aussi parce que la guerre a entraîné des dégâts sur les réseaux et que les lignes étaient devenues temporairement impraticables. Alors Claude Bernard était un ferrovipate. Ce terme consacré désigne tous les gens qui sont passionnés par le ferroviaire, soit par les modèles réduits, soit par les trains, soit par la construction, soit par la conduite du train. Et je fais partie de ces ferrovipates, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, Claude Bernard a utilisé le train pour se rendre chez lui lors des vendanges, ça vient d'être dit, presque tous les ans. Il connaissait très bien les horaires et c'est l'occasion aussi de dire, vous l'avez peut-être connu quand vous étiez plus jeune, l'existence de ce fameux indicateur Schex qui s'est créé de façon concomitante du train et qui s'est arrêté en 1975 parce qu'il ne pouvait plus suivre tous les horaires et que, a fortiori maintenant avec Internet, on a les horaires beaucoup plus facilement. Alors je recite cette phrase déjà indiquée par Jacques tout à l'heure, et qu'elle illustre aussi le fait que Claude Bernard était un individu curieux, qu'il fréquentait des scientifiques à l'Académie des sciences, et que dès qu'il avait l'occasion, il aimait beaucoup discuter chemin de fer avec les hommes de l'art. Et ce fameux Bergeron l'intéressait parce qu'il avait effectivement été le créateur de cette ligne que je vous ai montrée tout à l'heure, du PLM, construite en 1869, entre Belleville-sur-Saône et Beaujeu, et que par ailleurs, ce même M. Bergeron était l'un des promoteurs du premier vrai projet sérieux de tunnel sous la Manche, il l'appelle tunnel sous Manchot, qui a débuté d'ailleurs avec des débuts de creusement de part et d'autre, France et Angleterre, mais qui a capoté jusqu'à redémarrer à la fin du siècle suivant sous l'égide de François Mitterrand et la reine Elisabeth II. Allez-y. Alors moi aussi, je vais vous citer quelques lettres de Madame Raffalovich, moins que l'a fait Jacques, mais parce que dans ces très nombreuses lettres, comme vous l'a dit Jacques, dans beaucoup, il glissait des petites anecdotes au sujet du train, et en particulier, j'aime beaucoup cette petite note où, pour préparer la visite, la seule et unique que Madame Raffalovich lui rendra à Saint-Julien, il lui prépare le terrain, un peu comme un grand frère qui dit « te trompe pas, il faut que tu prennes le train de 6h20 à Villefranche, vous arriverez à telle heure ». Et il explique qu'il y a d'ailleurs un relais à Villefranche pour aller à Saint-Julien et que là, une calèche viendra l'attendre
et mettra 45 minutes pour arriver jusqu'à Saint-Julien. Allez-y. Alors, c'est amusant parce que il écrit en septembre 69, il est à Saint-Julien, les vendanges se terminent, et il dit qu'il voit les volutes de fumée du train dans la campagne. Et il termine en disant: je vais fixer mon départ à samedi matin 30 courant, on est en septembre, et samedi soir, donc, je serai à Paris. Le 1er octobre, c'est-à-dire 2 jours après, il réécrit à Madame Raffalovitch et il dit: je suis parti hier à 6h30 de Paris, donc c'est le fameux train, il ne l'a pas raté. Et là, il raconte une petite anecdote, c'est assez marrant comme ce grand monsieur, ce grand savant, Claude Bernard, est capable d'être presque enfantin en racontant l'histoire que je vous lis. Je monte dans un wagon où était une jeune dame avec une petite fille. Mais au moment où le train allait se mettre en mouvement, je vois arriver une autre dame, mûre comme le sont les fruits aigres. Mais dit-elle, c'est ici le compartiment des dames seules. Grand fut mon étonnement. Je m'excuse de n'avoir pas vu la plaque et me hâte de sortir. Je rejoins un wagon occupé par une famille d'Anglais qui dévorait un panier de poires. Et là, j'aperçois une Miss ravissante. Je rejoins ce que disait Jacques, où Claude Bernard n'était pas insensible au charme féminin, mais il est ému par cette jeune Miss ravissante, mais tout de suite dit que ça lui rappelle, par sa beauté, la ressemblance avec Madame Raffalovitch. Et puis, moins marrant, ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Jacques sur la guerre de 70. Il peut enfin remonter à Paris en mars 71, après que les voies qui ont été en partie détruites en Bourgogne aient été rétablies. Alors cette époque, elle a beaucoup... Enfin, il faut vraiment imaginer ce que cette découverte du train a changé. Je ne suis même pas sûr que les découvertes d'aujourd'hui, même l'intelligence artificielle, soient sur le même plan, tellement ça a révolutionné les moyens de communication, les durées ont été complètement modifiées. Donc les peintres ne s'y sont pas laissés prendre, ou plutôt s'y sont laissés prendre, avec les impressionnistes, dont on vient de fêter le 150e anniversaire, et l'un des tableaux très connus, c'est celui-là de Claude Monet, en 1877. Mais aussi, moins connu, en tout cas par moi, j'ai fait la découverte récemment à la Fondation Tomaselli, que je recommande au passage. C'est une collection particulière qui est à Vèze, avec des tableaux de toute beauté. Et il y a eu récemment une exposition sur les peintres lyonnais, dont celui-ci, Louis Besson, qui a peint énormément de locomotives. Quelqu'un a dit de lui, il a peint des locomotives comme d'autres ont peint des vaches. Et ce type était extrêmement séduit par la beauté de ces locomotives, de ces chevaux vapeur. Il en a peint, ça c'est à Perrache, ça c'est la gare de Vèze, etc. Allez-y. Alors, le cinéma, je vous le rappelle, a été créé à Lyon en 1895 et les frères Lumière ont, pendant les 5 années qui ont suivi, envoyé des émissaires filmer des scènes du monde entier, mais en France en particulier, beaucoup de petites scènes. Vous connaissez tous le film ultra classique qui s'appelle L'arrivée en gare de La Ciotat, mais j'ai découvert récemment au musée Lumière à Lyon, qui a été entièrement restauré et que je vous recommande vivement, parmi les 1408 petits films Lumière, il y en a un deuxième à côté de l'arrivée en gare de La Ciotat, qui s'intitule Arrivée d'un train en gare de Villefranche-sur-Saône en 1897, 2 ans après le cinéma. Alors, j'aurais pu arrêter ma conférence ici, mais je me suis un peu laissé emporter avec la science-fiction et j'ai voulu faire un petit supplément
qui fera la transition avec la conférence l'année prochaine complète sur le TACO. Comment, une fois arrivé sur le quai de Villefranche-sur-Saône, le matin ou le soir, tard, rejoindre Saint-Julien qui est à 9 km. Eh bien, jusque-là, c'était une calèche qui mettait 30 à 45 minutes et évidemment Claude Bernard avait du petit personnel qui venait l'attendre, lui ou Madame Raffalovitch. Et donc c'est ce qui se passait avec là encore un tableau que vous voyez au milieu de cette fameuse Renée Alperne, c'est une femme, et on voit c'est une calèche qui entre dans la propriété de Saint-Julien et on pense que c'est elle qui est un petit peu qui marche à pied dans l'allée. Allez-y. Alors à 20 ans près, si Claude Bernard avait vécu un peu plus âgé, il l'aurait sans doute connu, il aurait pu bien sûr utiliser le fameux chemin de fer du Beaujolais, dont vous voyez la très belle reproduction ici. C'est la gare qui est à Villefranche-sur-Saône. Alors pour faire ce travail, j'ai lu les ouvrages qui sont mentionnés, et en particulier celui donc de Michel Vuillet, que je remercie une nouvelle fois, et puis deux ouvrages locaux, si j'ose dire, et je salue nos amis Shiraz qui ont contribué beaucoup à celui-ci, paru récemment, et puis également Louis Perron et d'autres ont écrit un très chouette petit livre sur les chemins du TACO et qui fait un peu un parallèle entre le train qui est maintenant désaffecté, déposé, et le tracé, c'est un cheminement à pied qui permet d'aller sur la trace de ces voies de chemin de fer abandonnées. J'aime beaucoup ce petit livre, Les chemins du TACO, et je vous le recommande vivement. Alors, vous pouvez me mettre le pointeur, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi ça c'est. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Ça marche? Alors, ce chemin de fer du Beaujolais était constitué de 3 lignes. Alors, une, toute partait de Villefranche-sur-Saône. Une allait jusqu'à Tarare. Elle n'était pas très longue, 40 km. La plus importante en rouge, 47 km, est celle qui nous intéresse et dont je vais parler maintenant, qui passait par Beaujeu, qui coupait la fameuse voie du PLM que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui allait de Beaujeu à Belleville et qui, si vous avez bien suivi, a été construite en 1869 et qui se connectait elle-même à la ligne principale Paris-Lyon et qui descendait ensuite jusqu'à Marseille. Et puis une troisième petite ligne qui ne faisait que 4 km, qui traversait juste la Saône et qui arrivait à Jasson pour se réunir au réseau important intitulé les tramways de l'Ain. Alors ce réseau était très utile pour permettre, entre autres aux viticulteurs, de transporter leur vin, mais pas que. Allez-y. Alors, en fait, il faut resituer cette ligne dans un contexte général de toute la France qui visait à désenclaver les campagnes, qui étaient encore très déshéritées, par des réseaux départementaux visant à se raccorder au réseau national, dont pratiquement en 1880, tout était pratiquement déjà tracé et construit. Alors, le deuxième nom important, tout à l'heure je vous ai parlé de l'étoile ferroviaire à Paris, le deuxième nom important c'est Freycinet, qui a en 1869 pondu une loi voulant prôner l'essor de tous les transports en France, que ce soit fluvial, ferroviaire et autres, et en particulier à débloquer des crédits pour que, en synergie avec les organismes départementaux et régionaux, puissent se développer ces fameuses lignes départementales. 180 étaient en projet, toutes ne seront pas réalisées, mais beaucoup d'entre elles le seront, et le TACO du Beaujolais est une de celles-ci. Moi, j'ai eu la chance d'habiter également dans la Drôme, et il y a eu exactement la même évolution, qui était pratiquement un copier-coller du chemin de fer du Beaujolais. Ou plutôt l'inverse, puisque le chemin de fer du Beaujolais est postérieur. Alors, ces réseaux départementaux ont tous connu la même histoire, nés à la fin du XIXe siècle, apogée au tournant du XIXe et XXe, décroissance avec le coup d'arrêt de la Première Guerre mondiale,
Et puis ensuite, surtout, concurrence de la route avec les premiers autocars, les premières voitures qui ont fait que malgré leurs difficultés administratives et financières, ou en raison de celles-ci, ils n'ont pas survécu et tous se sont à peu près arrêtés entre 3 et 10 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors le chemin de fer du Beaujolais est l'un de ces réseaux. Il est donc connecté au PLM comme je viens de vous le montrer. Son existence a été très brève. C'est un réseau à voie métrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écart entre les deux rails est de 1 mètre, ce qui est assez étroit, par opposition au réseau national qui est à voie dite normale, et comme vous le savez tous, c'est un écart de 1 mètre 439. Et le corollaire, c'est que le matériel circulant sur ce réseau à voie métrique était un matériel plutôt petit, étroit, sommaire, avec des petites locomotives qui, en l'occurrence, étaient fabriquées à Lyon, les locomotives Pingelly. Alors, ce train, c'est amusant parce que vous connaissez Givorville, Givors-Canal. Eh bien, on aurait pu dire à l'époque qu'il y avait Villefranche, chemin de fer du Beaujolais, et puis Villefranche PLM. Les deux gares étant à peine 100 mètres de distance. Vous avez ici la gare PLM qui est le long de cette grande artère ferroviaire, et puis la gare du Taco, il n'avait qu'à sortir de la gare, prendre le trottoir, et il entrait dans la gare du Taco, avec les 3 lignes qui partaient, comme je vous l'ai dit, une qui va vers Tarare, l'autre qui monte dans le nord du Beaujolais, et en particulier vers Saint-Julien, et l'autre qui traverse la Saône et qui va rejoindre les tramways de l'Ain. Alors vous avez sur cette carte à la fois la gare qui est une gare terminus en butée et la gare du PLM qui est une gare de passage. Et donc, si Claude Bernard a eu la chance de connaître ce train à quelques années près, il aurait cette fois pu relier Villefranche à Saint-Julien par ce Taco avec seulement 4 arrêts et il serait arrivé pratiquement presque chez lui à Saint-Julien avec cette carte postale qui montre bien cette petite gare. C'était d'ailleurs tout des petites gares assez cossues et visiblement payées avec des moyens conséquents des vignerons locaux. Voilà, ces photos sont extraites d'ailleurs du petit livre dont je vous parlais tout à l'heure. Allez-y. Alors, c'est comme je vous le disais, ce Taco du Beaujolais a eu la même histoire que tous les autres. Il a été déposé, les lignes ont été démontées, les matériels vendus, souvent en Afrique, et il en reste, comme cette ligne, quelques reliquats. Vous avez le très beau viaduc de Salles, et puis à Villefranche, vous avez à la fois le viaduc sur lequel passe le PLM, et juste dessous, le Taco du Beaujolais. Donc c'est la phrase qu'on pourrait dire, est-ce que le train est arrivé trop tard? Souvent ces lignes auraient dû être construites plus tôt, et puis la guerre de 70 a marqué un coup d'arrêt, et donc finalement ces lignes se sont construites seulement vers 1890, et comme je vous le disais, la guerre de 14 qui est arrivée peu après, et la route ont eu le dernier mot, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui ces lignes un peu partout, que ce soit en Bourgogne, comme certains le savent, sont devenues des voies vertes pour du cyclotourisme, ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, il y aurait eu matière à les réhabiliter avec des trams rapides. En tout cas, on ne refait pas l'histoire.